Salut tout le monde, bienvenue à ce cinquième vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans ce vidéo, on va voir le cœur de la phase de levée, c'est-à-dire le muster. Et c'est là que vos seigneurs vont démontrer toute leur prouesse administrative. C'est là où le lordship, la valeur de lordship des seigneurs, là, va être mise en valeur. Alors, le muster, on fait ça dans la phase de levée. C'est le teuton qui fait son muster en premier. Fait que dans le fond, là, vous commencez à le savoir, là, le teuton fait toujours ses choses en premier. Fait qu'au début de la phase de levée, là, le teuton pige deux cartes. Ensuite, le russe pige deux cartes. Ensuite, c'est la phase de paye. Le teuton en premier paye ses seigneurs, disbande ses seigneurs. Après ça, le russe fait pareil. Quand on arrive au muster, le teuton fait tout son muster. Après ça, le russe fait le sien. À la phase de muster, qui peut participer? Pour qu'un seigneur puisse participer à la phase de muster, tous les mots sont importants. Il doit commencer la phase de muster dans une localité qui est friendly. Au début de la game, évidemment, c'est pas un problème. On a Knud et Abel qui est dans son bishopric de Reval. On a Herman qui est dans son bishopric de Dorpat. Puis Yaroslav qui est dans son château d'Odenpa. Même affaire pour le russe. Aucun problème. Gavrilo à Pskov. Puis Vladislav à Neva, il n'y a aucun problème. C'est tout friendly, ça. Si Herman est ici, à Letgalia, il peut encore faire son muster parce que cette localité-là est friendly. Elle est du côté teuton, puis elle n'a pas été, dans le fond, là, conquise par l'ennemi. Là. Fait que il n'y a pas de problème là, là. En passant, même si Letgalia a été ravagée par le russe, c'est correct, c'est friendly quand même. Il n'y a peut-être plus grand-chose là, là. Pas mal tout a été brûlé, mais c'est pas grave, c'est friendly pareil. On va faire une coupe d'exemples où ça marche pas. Fait que si Herman est ici, no go. Parce que là, il est du côté russe, puis il est pas dans une localité qu'il a conquise. Alors, c'est pas correct. S'il est en train d'assiéger, par exemple, Izborsk, c'est pas correct. Il ne peut pas participer au muster, disons qu'il est occupé ailleurs. Par contre, si Izborsk est conquis, alors là, c'est correct. Rappelez-vous que les places fortes qui ont été conquises du côté ennemi sont considérées comme des localités friendly pour vous autres. Alors, c'est intéressant parce que ça devient ce que j'appelle, moi, un pied à terre pour être capable quand même de faire du muster, là, même si vous êtes en territoire ennemi, là, sans toujours commencer chacun de vos tours là, super profondément dans votre territoire. D'où l'intérêt là, de conquérir les places fortes ennemies. Encore un peu plus foqué, mais ce serait possible. Supposons que le Russe a conquis Dorpat, puis Herman est ici, là, même si officiellement, entre guillemets, il est chez eux, là, même vraiment là, à un de ses sites. Là. Oubliez ça, Dorpat n'est plus considéré comme étant friendly, là, ça appartient maintenant aux Russes. En fait, si Herman est ici, nécessairement, c'est parce qu'il est en train d'assiéger la place pour essayer de reconquérir peut-être Dorpat éventuellement. Fait qu'on avait fait là, la définition de friendly, de localité friendly. Là, je fais un petit résumé, là, mais c'est très très important ici. Là. Vous devez toujours avoir en tête, là, surtout si le tour tire à sa fin, là, où est-ce que je veux que mon seigneur finisse. Fait qu'on va oublier là, le fait que Dorpat est conquis, là, mais si Herman est le dernier à jouer, on va le voir là, dans la phase de campagne, ben oui, vous pourriez décider par exemple de le faire marcher puis de l'amener ici là, pour dire, tiens, je vais l'amener là, Herman, il est fort, puis là, au prochain tour, là, je vais continuer mon avancée en Russie. Il faut juste que vous gardiez en tête que lors de la prochaine phase de levée, quand va arriver le muster, là, ben, le 3 de lordship de Herman, là, bye bye vous ne pourrez pas l'utiliser. Là. Disons qu'il est en territoire hostile, il est en territoire russe, pas dans une localité qu'il a conquise. Fait qu'il n'est pas dans une localité qui est friendly, il ne pourra pas faire de muster. Vous faites, vos lords font leur muster dans l'ordre que vous voulez, mais lorsque vous décidez de partir avec un lord, là, vous devez faire tout le muster de ce lord-là. Fait que si vous dites, par exemple, je commence avec Herman, ben, vous devez claquer les 3 points de lordship de Herman avant de passer genre à Knud et Abel ou Yaroslav. Puis même principe, si vous décidez de passer à Knud et Abel, fait que vous faites pas genre un point de lordship de Knud et Abel, on regarde ce qui se passe, après ça on passe à Herman, après ça on passe à Yaroslav, fait qu'on fait tous les lords au complet avant de passer au suivant. Alors, c'est là où bon, les valeurs de lordship là, varient de 1 à 4.
je crois, c'est notre ami Alexander le Stud qui a 4, oui, effectivement. Fait que, donc ça varie de 1 à 4. Fait que c'est sûr qu'un seigneur comme Yaroslav, comme on dit en bon québécois, vous irez pas chier loin avec une valeur de 1 de lordship, il fera pas grand-chose. 3 de lordship, ça commence à être intéressant. 2, c'est pas pire. Puis 4, ben, c'est le Alexander, notre idole à tous, là. Il y a 4 choses que vous pouvez faire avec dans la phase de muster avec vos points de lordship, là, si on veut, là. La première chose, c'est de recruter un autre seigneur. Alors, n'importe qui peut recruter n'importe qui tant que le cylindre du seigneur là, est sur la même case de tour que le marqueur de tour ou plus à gauche. Fait que, par exemple, au début de la game, là, Herman, s'il veut, puis qu'il est bien motivé, là, pour essayer de recruter les 3 autres seigneurs teutons, alors on aurait le full line-up des seigneurs teutons, les 6 seraient là. Puis c'est possible. Plus souvent qu'autrement, vous allez peut-être en recruter un, peut-être deux. Mais sachez que même si le marqueur de tour est rendu ici, ben, ceux qui sont à gauche ici là, sont recrutables. Dans le fond, c'est qu'ils attendent après vous autres. Là, sont là, sont à côté du téléphone, puis ils attendent que le téléphone sonne, puis que vous leur disiez let's go, viens-t'en. Fait qu'ils sont disponibles. Fait que vous êtes capable de recruter tous les seigneurs dont le cylindre est sur la case de tour ou plus à gauche. Notre fameux joueur russe, on en a parlé, là, mais au tour 1, là, peut essayer de recruter Domash. Par contre, les Caréliens, Alexander et Andrei, oublient ça parce que leur cylindre est à droite du marqueur de tour. Et c'est là où on le rappelle, on l'a vu avec le. Mais c'est toujours intéressant de faire des petits. Donc, comment ça marche de recruter un Lord? Est-ce que c'est automatique? La réponse, c'est non. Vous devez brasser la valeur de fealty, la valeur de fidélité du Lord, vous devez brasser ça ou moins sur un dé à chaque fois que vous brûlez un point de Lordship pour essayer de recruter un seigneur. Fait que, par exemple, on a déjà parlé, Rudolf von Cassel, que j'avais comparé à un chaud lapin, j'espère qu'il me pardonne, mais Rudolf von Cassel a une valeur de fealty qui est très haute, donc est très facile à recruter. Sur un 5 ou moins, sur un D6, vous réussissez à recruter Rudolf von Cassel. Si j'essaye de recruter Rudolf von... Fait que quand j'utilise un point de lordship, par exemple, d'Hermann, je cale d'avance que j'essaie de recruter Rudolf von Cassel, je brase. Si c'est un succès, on va voir, là, mais on le recrute. Si jamais vous brassez 6 en essayant de recruter Rudolf von Cassel, bien évidemment, le point de lordship est perdu, mais vous pouvez réessayer. Alors, le Seigneur n'est pas nécessairement frustré, puis il n'a pas nécessairement à débrancher son téléphone. Là, vous pouvez essayer de le rappeler, puis utiliser peut-être d'autres arguments pour le convaincre jusqu'à temps que vous finissiez par réussir. Ils ne sont pas toutes faciles de même. Alors, notre ami Heinrich, il faut lui tirer l'oreille un petit peu, là. 3 au moins, on est rendu à 50% de chance. Alors, c'est pas dans la poche quand on essaye de recruter Heinrich. Puis si je regarde Andreas von Felben, lui, là, ça prend beaucoup d'arguments pour le sortir du lit, là. Fait que 2 ou moins, là. C'est la même chose avec Knud et Abel. Il commence en jeu, Knud et Abel. Mais rappelez-vous les autres vidéos, tôt ou tard, Knud et Abel vont retourner chez lui, ben, ses deux frères, ça aussi. Euh, Puis vous allez peut-être vouloir à un moment donné essayer de les recruter à nouveau. Là. Ben là, bonne chance. Là. Réchauffez votre dé. Là. 2 ou moins que ça prend. Alors, des seigneurs qui sont plus faciles que d'autres à recruter. Fait que si vous baignez dans les points de lordship, puis que c'est pas un problème, je rappelle que n'importe qui peut essayer de recruter n'importe qui par défaut. Ben allez-y, même avec les seigneurs qui sont difficiles, ça va finir par marcher un jour, je peux pas croire. Mais sinon, peut-être essayer, comme au début de la game, c'est assez classique, au début de la campagne, c'est assez classique d'essayer de recruter Rudolf von Cassel à cause de comment facile que c'est. Fait qu'on va commencer par les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui arrive si ça marche? Bon, par exemple, j'ai réussi à recruter, on va y aller, le Rudolf von Cassel. Bon, dans le module vassal, c'est fait automatiquement, là, mais on voit le marqueur de service, ça aussi on en a parlé, c'est de la révision. On voit le marqueur de service de Rudolf von Cassel qui a été placé là, à 2 tours du tour actuel. Pourquoi? Parce que la valeur de service de Rudolf von Cassel, c'est 2. Alors, Rudolf von Cassel, à partir du moment où il dit oui, j'embarque, je décide d'y aller, sa valeur de service à lui, qui encore là peut varier, ça varie entre 2 et 6. Ça, c'est pas mal plus variable. 6 encore pour Alexander, notre idole à tous. Mais dans le cas de Rudolf von Cassel, il dit oui, mais oui, pas longtemps. OK? Il dit oui pour 2 tours. C'est correct, j'y vais, là, mais moi, au début de l'hiver, il faut que je sois revenu chez nous. Là.
par défaut. On a vu dans le dernier vidéo comment est-ce qu'avec de l'argent, des fois, on peut faire changer la personne d'idée. Mais par défaut, Rudolf von Cassel est là, fait qu'il est avec vous autres pour 2 tours. Vassal ne va pas automatiquement placer son cylindre, parce que son cylindre, c'est vous autres qui décidez où vous le placez. Fait que dans le cas de Rudolf von Cassel, vous n'avez pas beaucoup de décisions à prendre. Il n'a qu'un seul siège, un seul seat, et c'est à Wenden. Alors, c'est là qu'il apparaîtrait. Okay, c'est la seule space du côté teuton là, qui porte son écusson. Là. Si vous aviez recruté Andreas, ben Andreas von Felben, vous auriez pu le mettre à Wenden ou vous auriez pu le mettre à Riga. Puis ça, c'est tout écrit sur c'est répété en fait là, sur le plateau du seigneur. Et le plateau de chaque seigneur teuton va aussi vous rappeler que si jamais vous avez la fameuse capability, le Ordensburgen, qu'on a déjà vu à quelques reprises, n'oubliez pas que tous les endroits là, qui ont ce symbole-là, les commanderies, sont considérés comme des sites additionnels. Alors, si cette capability-là est en jeu, là, ben même quelqu'un comme Rudolf, qui est normalement assez limité dans ses options, vous pourriez le faire commencer à Adsel, bon, Wenden, c'est déjà le cas, à Felin ou à Lille. Dépendamment, y a-t-il un endroit qui brûle plus que d'autres, qui presse plus que d'autres, là, vous auriez le choix de où est-ce que vous le placez. Fait qu'on place le seigneur en question, on amène son plateau avec tous ses cossins, on met ses forces de départ qui sont clairement identifiées aussi sur son plateau, on met les vassaux qui sont clairement identifiés aussi là, sur le plateau, puis il y a l'écusson aussi qui est dessus, là, fait que vous risquez pas de vous tromper, là, fait que serrez ça comme du monde dans votre jeu physique. Évidemment, un vassal fait tout pour vous autres, mais dans votre jeu physique, essayez de garder peut-être là, chaque seigneur avec ses cossins, là, je sais pas, dans un petit sac Ziploc prête à être déployé. Là. C'est aussi au moment où vous le recrutez que vous allez placer là, ces assets de départ. Fait que Rudolf von Kessel commence avec une provision et il commence avec un transport. Alors c'est là que vous prendriez votre décision. Qu'est-ce que vous voulez lui donner comme transport, soit un chariot, un traîneau, un bateau ou un... Dans le cas de Rudolf von Kessel, il est écrit no ship, là, mais sinon vous pourriez décider aussi de lui placer un vaisseau ou un ship. Là. Dans le cas de Rudolf von Cassel, vous êtes limité aux 3 autres types de moyens de transport, chariot, bateau, traîneau. Alors, c'est là que vous prenez votre décision. Fait que, par exemple, si je donnais un chariot à Rudolf von Cassel, voilà, il est prêt à partir, il a été placé sur son siège, il a toutes ses troupes de départ, il a tous ses vassaux, la vie est belle. Alors, son muster, son recrutement est complété. Et là, ce qui est important, peut-être une erreur classique qui est faite dans toutes les chaumières de par le monde, là, et c'est pour ça que je disais au début que tous les mots sont importants dans la phrase. Est-ce que Rudolf von Cassel, à son tour, peut utiliser son lordship? Je vous laisse y penser. La réponse est non, parce que Rudolf von Cassel n'a pas commencé la phase de muster dans une localité friendly. Il n'était même pas là au début de la phase de muster. Alors, on ne peut pas faire des chaînes de recrutement, là, puis dire, ah ben, je recrute Rudolf von Cassel, lui-même a des points de lordship que je vais dépenser pour recruter, par exemple, là, Andreas von Felden, qui lui-même a des points de lordship. C'est pas de même ça marche. Les seuls lords qui peuvent faire du muster, c'est les lords qui étaient présents sur la map dans une localité friendly au début de la phase de muster. Alors, tout seigneur que vous recrutez, là, il apparaît, là, il a fait ses bagages, il est prêt à partir, là, il a ses troupes, là, mais là, il n'a pas le temps de faire ses cossins administratifs, ça va falloir que ça attende au prochain tour. Deux petites particularités du côté russe. Il y en a peut-être même, et si oui, là, vous avez le droit de vous traiter de futé, puis de vous donner une tape dans le dos. Là. On l'a vu passer rapidement. Là. Quand j'ai fait apparaître Alexander une couple de fois, là, il y en a peut-être des futés parmi vous qui ont dit Chris, Alexander n'a pas de valeur de fealty. Tu sais, Alexander est le seul lord qui n'a pas de valeur ici de fealty. Et la raison est simple, c'est que seul le Véché de Novgorod peut décider de recruter Alexander, et c'est via des règles spéciales qu'on va voir aux prochaines vidéos là, lors de la phase d'appel aux armes. Alors Alexander n'est pas n'importe qui. Alors c'est pas n'importe qui peut l'appeler. Là. Les seuls qui ont son numéro de cellulaire, c'est le Véché de Novgorod, et ce sont les seuls qui peuvent l'appeler. Là. Il ne se fera pas recruter là, par de, de, de vulgaires de vulgaires seigneurs comme Gavrilo et Vladislav. Donc ça, c'est la première exception. Son frère est un petit peu moins piqué,
mais pas beaucoup. Son frère Andrei, il a une valeur de fealty, mais dans le fond, son frère Andrei, le Véché de Novgorod peut le recruter aussi lors de l'appel aux armes. Mais sa valeur de fealty ici qui est là, seul son frère Alexander peut recruter Andrei. Donc il y a seulement Alexander qui peut recruter Andrei ou évidemment le Véché de Novgorod. En fait, le Véché de Novgorod peut recruter n'importe quel seigneur russe lors de l'appel aux armes, comme on va voir tantôt. Là. Mais Alexander ne se fait pas recruter par n'importe qui, seulement par le Véché de Novgorod. Et Andrei ne se fait pas recruter par n'importe qui, seulement par son frère Alexander, ou lui aussi par le Véché de Novgorod. Fait que ça, c'est l'affaire la plus longue, là, en fait, là, mais bon, ça, c'est la première chose, première des quatre choses que vous pouvez faire avec vos points de lordship. Deuxième chose que vous pouvez faire avec vos points de lordship, c'est que, dans le fond, un seigneur peut décider de recruter un de ses vassaux. Alors, dans le cas d'Herman, il a trois vassaux ici, là. Alors, pour un point de lordship, il pourrait recruter un des trois. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Ben, encore là, dans Vassal, c'est merveilleux. Là, on fait juste faire muster et les troupes apparaissent. Mais bon, vous aurez deviné que dans le jeu physique, chaque vassal montre là, graphiquement c'est quoi les troupes qui composent ce vassal-là, si on veut. Là. Fait que dans ce cas-là, ici, c'est un chevalier puis un homme d'armes. Donc, quand on recrute le vassal, vous allez venir mettre un chevalier de plus puis un homme d'armes de plus là, dans les troupes d'Hermann. C'est écrit à l'endos, là, même vous avez là, de côté flavor, là, vous avez même le nom là, de l'espèce de sous-fifre de Herman, de la personne là, de ce vassal-là, finalement. Là. Mais vous avez aussi là, sous forme écrite, là, une fois Knights, une fois Men at Arms, là, les unités qui composent ce vassal-là. Puis ça, ben, Herman pourrait flouber ses trois points de lordship pour recruter ses trois vassaux. Là. Il n'y aurait pas de problème. Se retrouver avec des troupes en sacrament. Là. On va voir que dans la phase de commande, d'avoir beaucoup de troupes, là, 7 est vraiment un chiffre magique dans ce jeu-là. Vous allez comprendre pourquoi quand on va arriver dans la phase de campaign, là, en fait. Là. Euh, mais bon, en théorie, il n'y a pas de limite au nombre de troupes que peut avoir un seigneur. Là, fait que vous pouvez recruter comme des brutes. Fait que c'est là où c'est intéressant. Encore là, il y a de la symétrie d'un seigneur à l'autre. Et Yaroslav a un seul vassal. Fait qu'avec son seul point de lordship, il pourrait recruter son seul vassal, puis avoir là, deux milices de plus avec lui. C'est là qu'on voit l'importance de la composition. Vladislav a quatre vassaux, mais chacun de ces vassals-là, individuellement, n'a qu'une seule milice. Alors, ça prendrait au total, pour recruter tous ces vassaux, là, ça prendrait au total 4 points de lordship à Vladislav, qui n'en a que 2. Là. Alors, en ne faisant que ça, là, il y en a pour 2 tours, 2 phases de levée pour venir à bout d'avoir tous ces vassaux. Là. Et je répète là, que les vassaux, là, c'est à recommencer, là, c'est-à-dire que si jamais Vladislav, à un moment donné, arrive au terme de son service et qu'il disbande, ben vous reprenez, vous remettez tout dans le sac Ziploc, là, puis là, à ce moment-là, quand Vladislav va revenir, il va revenir uniquement avec ses forces de base. Les vassaux, c'est à recommencer. Lui aussi doit travailler pour les convaincre. C'est automatique dans le cas du seigneur par rapport à ses vassaux, là, mais ça coûte des points de lordship pour le faire. Là. Alors, ne recrutez jamais des vassaux en prévision, là, la veille qu'un seigneur disbande, en prévision que quand vous allez le revoir, tous ses vassaux vont être là. Oubliez ça, c'est à recommencer à chaque fois. Là. Fait que comme je dis, là, il y a de l'asymétrie dans la qualité des vaisseaux. Là. Je rappelle que ce chiffre-là, c'est une règle avancée slash optionnelle là, qu'on ne verra pas. Là. Vous pouvez ignorer ça quand vous jouez le jeu de base. Là. Fait qu'il y en a qui ont des vaisseaux là, de plus ou moins bonne qualité. Il y a deux types de vaisseaux qui sont spéciaux. Là. Il y a les croisés, les fameux Crusaders, qui viennent en jeu uniquement via une carte. Là. C'est mentionné à l'endos là, quand même. Là. Le Summer Crusaders, là, c'est le nom de la carte, je pense. Là. Fait que. Non, If Crusade, c'est ça. C'est écrit If Crusade 2 fois chevalier. Là. Donc ça vient en jeu là, uniquement via une capability là, qu'on va voir plus tard là, quand on va faire la revue des cartes. Là. Puis l'espèce de petite cavalerie ici, c'est cavalerie mongole, ça je pense justement, là, qui était comme allié avec Alexander et Andrei. Fait qu'Alexander et Andrei ont ces unités-là aussi spéciales. Et eux également, là, c'est écrit au verso. Là.
mais ne peuvent être en jeu là, que si la capability Step Warriors est en jeu. Je pense que c'est la même capability pour Andrei, yes. Donc c'est les deux types de vaisseaux spéciaux. Là. Donc Rudolf et Andreas ont des croisés qui ne peuvent arriver en jeu que si la capability en question est en jeu. Alexander et Andrei ont de la petite cavalerie mongole qui ne peut être en jeu, être dans le fond recruté que si la bonne capability est en jeu également. Mais sinon, un point de lordship, vous recrutez les troupes qui sont là, vous flippez le marqueur là, pour dire que ces vassaux-là, pas nécessairement qu'ils sont plus disponibles à être recrutés parce qu'ils sont déjà sur le plateau de votre seigneur. Troisième chose que vous pouvez faire avec des points de lordship, c'est d'ajouter n'importe quel type de transport sur le plateau du seigneur en question. Fait que Herman, par exemple, pourrait dire, bon, là, normalement au début de la game, vous lui avez peut-être donné un chariot, mais Herman pourrait dire, tiens, je brûle un point de lordship et je me prends un bateau. Il pourrait se brûler un autre point de lordship puis venir se prendre un deuxième bateau. Là. Oups, j'ai comme tout doublé qu'est-ce qu'il y avait sur son truc. Venir se prendre un deuxième bateau. Fait un point de lordship, un moyen de transport. La seule limitation, vous ne pouvez pas ajouter de vaisseau ou de ship si le plateau du seigneur là, mentionne no ship. Fait qu'Herman, même s'il veut, même s'il dépense des points de lordship, là, ne peut pas avoir de vaisseau. Même affaire, je pense, pour Rudolf von Cassel qui avait la même mention ici, No Ship. Même affaire pour Yaroslav qui a No Ship. Par contre, Knud et Abel, d'ailleurs, ils commencent avec des ships. Je pourrais leur rajouter, par exemple, un troisième ship avec un de leurs points de lordship. Pas de problème. Fait qu'on va voir le plus dans la phase de campagne, évidemment, là, en quoi les transports sont utiles, charrier vos provisions puis tout le kit. Là, mais pour l'instant, c'est simple, un point de lordship, un transport sur le plateau du seigneur en question. Et la dernière affaire, et non la moindre, et c'est peut-être ce qui cause une surcharge cérébrale pour bien des gens qui commencent avec le système, là. Euh, une fois qu'on est habitué, c'est pas si pire, là, mais j'avoue que c'est une côte à monter quand on commence avec le jeu. Là. C'est que pour un point de lordship, vous pouvez amener en jeu n'importe quelle capability qu'il y a dans votre deck. Et je rappelle qu'il y en a 18. T'sais, si vous n'êtes pas impressionné ou pas intimidé, là, ben regardez ça. Là, puis oui, là, quand vous arrivez dans la phase de lordship, là, en théorie, là, vous avez le choix. C'est comme si vous étiez au magasin, voici le catalogue, vous avez le choix, vous pouvez prendre, je rappelle, la capability, c'est la portion du bas des cartes, mais tôt ou tard, vous allez devoir vous taper ça. Là. Et il y en a 18 pour les Teutons et il y en a 18 pour les Russes, et ce ne sont pas les mêmes nécessairement. Il y a quelques repeats, mais pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va vous être le plus utile pendant ce tour-là? Comme je disais, vous allez devoir vous taper ça, vous allez devoir les connaître tôt ou tard. Parce que là, c'est plus une question de piger. Là. Pour un point de lordship, là, vous prenez votre deck, vous le prenez dans vos mains et vous allez choisir la capability que vous voulez. Et là, on a tous vu ça là, aux dernières vidéos, là, je pense. Là. Mais là, il y a des capabilities qui sont particulières à certains lords, d'autres qui sont universelles, certaines qui disent this lord, d'autres qui sont globales pour votre camp. Alors, à un moment donné, vous allez devoir éplucher ça. Puis je pense que Volco a commencé là, pour certains scénarios, au moins pour le premier tour, à donner, là, je pense, une espèce de template ou des suggestions. De dire, bon, ben, au premier tour, là, voici ce qui est recommandé. Je pense même que tout quasiment toute la phase de levée est un petit peu automatisée. Là, il y a une suggestion au premier tour, voici ce que vous devriez faire. Parce que là, les nouveaux joueurs, là, vous allez tomber sur le côté, là, vous allez regarder ça, puis vous allez dire, oh my god, là, ça a l'air bon, ça a l'air bon. Puis quand vous allez avoir fini de lire la 18e, vous vous rappellerez plus de la première, vous allez être dû pour recommencer. Fait que c'est un peu. C'est c'est limite, là, 18 cartes là, dans le cerveau humain, là, c'est de se rappeler de 18 capabilities. Puis là, vous ne maîtrisez pas nécessairement le jeu quand vous commencez. Fait que, ça veut dire quoi? Puis là, le nez dans les règles. Puis c'est comme, là, hein, il peut marcher, puis tout ça. Ah ouais, ça donne -2 à l'armure. Qu'est-ce que ça fait exactement dans le combat? Ah ouais, eux autres peuvent rebrasser leur jet d'armure. Qu'est-ce que ça fait exactement? C'est quelque chose là, quand même. Quand on va faire la revue des cartes, on va regarder ces affaires-là, puis vous allez avoir les règlements
en tête, puis ça va être pas pire, là. Mais bon, disons que puis je vais peut-être même y aller de mes propres conseils de ce que chacun devrait faire au début de la campagne, là. Mais c'est overwhelming, c'est surchargeant pour le cerveau, là, parce qu'il y a énormément de possibilités. Et, fait que, au début, je rappelle, au premier tour du scénario, vous pigez deux premières cartes de votre deck. Si c'est des capabilities qui peuvent entrer en jeu, fine, vous n'avez pas beaucoup de décisions à prendre. Mais quand vous arrivez là, le spectre de décision, est-ce que vous recrutez un lord de plus? Est-ce que vous recrutez des vassaux? Est-ce que vous allez vous chercher des transports? Ou est-ce que vous pigez quelque chose à travers les 18 capabilities de votre camp? That's insane. Et à partir du deuxième tour, et c'est là je trouve le jeu est très riche, à partir du deuxième tour, n'oubliez pas que les deux cartes que vous allez piger dans votre deck, vous allez faire la portion du haut. Vous allez faire les événements. Allez, soit que ça va être une carte hold que vous allez garder en main, ou que ça va être un événement qui va arriver, puis après ça, la carte va être défaussée. Mais dans les deux cas, la portion du bas de ces cartes-là ne sera pas disponible quand vous allez arriver à la phase de muster. Et ça, c'est vraiment fascinant, là. Fait qu'admettons que vous avez pigé, je sais pas moi, la carte, vous vouliez absolument un trébuchet comme capability, mais on est au deuxième tour, vous avez pigé la carte, puis vous avez pogné l'événement Bountiful Harvest, qui vous permet d'enlever un marqueur de ravage du territoire teuton. Après ça, cette carte-là est défaussée, donc elle n'est plus dans votre deck. Elle va revenir dans votre deck à la fin du tour complètement, ou au début du prochain tour, mais bref, à ce moment-là où vous choisissez vos capabilities, elle n'est plus là. Alors, bye bye trébuchet, temporairement, on ne peut pas l'utiliser. Et à l'inverse, et c'est tout aussi fascinant, si vous décidez dans cette phase-là de dire justement, bon, ben, je vais aller chercher là, la capability de trébuchet, puis je vais donner ça à mon ami Herman pour qu'il puisse aller là, conquérir Isborsk, peu importe. Ben, tant qu'Herman va avoir cette carte-là en dessous de son plateau, vous pouvez dire adieu à cet événement-là. Cet événement-là, vous êtes sûr et certain de ne jamais le piger au début du tour. Parce que la carte sur laquelle se trouve cet événement-là est pairée avec la capability qui est ici. Pour être sûr, ceux qui sont visuels, je vais aller chercher Trébuchet. Fait que je décide de dépenser un point de lordship d'Herman. Et je décide, là c'est correct, Trébuchet c'est écrit Any. Fait que n'importe quel seigneur peut prendre ça. Fait qu'Herman, pour un point de lordship, peut aller chercher cette capability-là, puis la mettre en dessous de son plateau de jeu. Mais là, vous voyez, Bountiful Harvest est ici, là. Sur la même carte. Fait qu'on la cache parce que c'est pas pertinent, puis c'est seulement la capability qui est pertinente dans ce cas-là. Mais vous aurez compris que tant qu'Herman va garder les trébuchets, ben Bountiful Harvest n'est plus dans ce deck-là que je vais brasser, puis dans lequel je vais piger deux événements au début de chaque tour. Et mine de rien, avec des fois 3-4 seigneurs plus quelques capabilities qu'on va mettre ici, là, vous pourriez avoir 5, 6, 7, 8 cartes de moins dans votre deck. Alors, vous contrôlez un peu plus les odds et vous pouvez avoir augmenté les probabilités que vos événements forts sortent de votre deck parce que vous l'avez épuré un petit peu en mettant certaines capabilities en jeu. Alors, il y a des dilemmes des fois sur certaines cartes de dire ah, Chris, la capability est forte, mais l'événement est fort aussi. Et si je le mets en jeu comme capability, je peux dire adieu à l'événement. Fait que, il y a vraiment des déchirements quand même. Fait que, par exemple, bon, ça, le traité de Stansby, c'est une capability seulement pour Heinrich et pour Knud et Abel. Alors, il n'y a que Knud et Abel. Alors, Herman, juste pour être sûr, Herman ne peut pas dépenser un point de lordship pour venir mettre cette capability-là en dessous de Knud et Abel. C'est Knud et Abel eux-mêmes qui vont devoir dépenser des points de lordship. Alors, les lords dépensent leurs points de lordship pour eux autres, sauf peut-être quand ils recrutent d'autres lords. Mais quand il est question de recruter des moyens de transport, quand il est question de recruter des vassaux ou quand il est question de recruter des capabilities, c'est comme on dit là, every man for himself, chacun pour soi, chaque lord pour soi, chaque seigneur pour soi. Alors Herman recrute ses propres cossins, Knud et Abel recrutent leurs propres cossins, Yaroslav recrute ses propres cossins. Fait que ça, c'est vrai pour toutes les capabilities qui disent this lord. Par contre, par exemple, je vais pogner un exemple. Ça, c'est une capability ici qui dit All, puis que c'est pas écrit This Lord. Alors, n'importe quel Lord teuton
pourrait aller chercher cette capability-là. Et étant donné que ça ne dit pas This Lord, cette capability-là, comme on l'a vu dans une autre vidéo, elle s'en viendrait en dessous du plateau de jeu, ici, là. Fait que c'était Hill Fort, je pense. Je vais la trouver ici, là. Fait que n'importe quel Lord Teuton peut venir chercher cette capability-là puis venir la mettre ici. Ah, c'est écrit All, c'est pas écrit This Lord, alors on la met là. Puis on verra ce qu'elle fait là, quand on va faire la revue des cartes, là. Mais ça, c'est légal. Par contre, une carte. Oups, mauvais player aid. Par contre, une carte comme Crusade, ce n'est pas écrit This Lord. Alors la carte des croisades s'en viendrait ici, en dessous du plateau de jeu. Par contre, il y a quand même des écussons de Coat of Arms. Alors ça ne peut être, dans le fond, cette capability-là ne peut être recrutée que par Andreas von Felben ou Rudolf von Cassel. Donc même si c'est pas une Dislord, il n'y a que ces deux seigneurs-là qui peuvent recruter cette capability-là pour venir la mettre en dessous du plateau de jeu. Je répète qu'aucun Lord ne peut avoir deux fois la même capability. On rit bien, mais c'est tentant, là. Il y en a qui sont. Il y en a que si leur effet pouvait être doublé, c'est intéressant, mais bref, c'est interdit. Aucun Lord ne peut avoir deux fois la même capability. Puis c'est ça, that's it. Fait que c'est les quatre affaires que vous pouvez faire lors du muster de la phase de levée. On les répète rapidement. Recruter un autre seigneur. N'importe qui peut recruter n'importe qui, à l'exception de nos deux Piki, Alexander et Andrei. Recruter un vassal, ça c'est vraiment le seigneur qui le fait pour lui-même. Recruter un moyen de transport, c'est vraiment le seigneur qui le fait pour lui-même. Et recruter une capability, si c'est une capability This Lord, le seigneur le fait pour lui-même et il doit avoir le any ou son propre écusson vis-à-vis de la capability. Ou il peut aussi recruter une capability là, générique ou générale ou universelle qui s'en va en dessous du plateau de jeu. Mais encore là, il faut qu'il y ait le hall ou faut qu'il y ait son propre écusson à cet endroit-là. Alors voilà, relativement simple comme règle, extrêmement riche comme décision, par exemple. Tu sais, là, c'est là que vous commencez à penser à votre tour. Qui va bouger ce tour-là? Qui va aller où? Qu'est-ce que j'ai de besoin pour faire ça? Est-ce que j'ai assez de moyens de transport? Est-ce que j'ai assez de troupes? Est-ce qu'il y a une capability qui pourrait m'aider? Est-ce le bon moment pour amener un nouveau lord en jeu? Brain freeze, euh, surcharge mentale. Mais bon, on aime ça, c'est très intéressant. Là. Disons que ce qu'on appelle le decision space dans ce jeu-là est assez grand. Vous avez beaucoup de choses à penser lors de la phase de levée. Fait que ça conclut la fameuse phase de levée, mais entre la phase de levée et la phase de campagne, il y a un autre petit bout là, qu'on appelle l'appel aux armes, justement, le call to arms, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. Et ça rejoint des concepts qu'on a vus, là, mais encore là, c'est très intéressant et très riche. Manquez pas ça. À plus.